Cette semaine, nous parlons de la journée mondiale du coton observée le lundi 7 octobre dernier, une journée célébrée cette année au Bénin, premier producteur de coton sur le continent africain. C'est d'ailleurs la première fois que l'Afrique accueille l'événement. Le thème cette année, le coton pour le bien-être de tous, une occasion pour les acteurs de la filière de réfléchir sur son évolution, notamment sur le continent africain. Nous serons au Burkina Faso pour en parler. Les acteurs multiplient les efforts pour tenter de relancer le secteur. Le Burkina Faso, qui était premier producteur de coton en Afrique. La filière est confrontée à des situations assez difficiles, notamment en termes bien sûr d'organisation. On a aussi les défis comme le défi climatique. À cela, on peut ajouter également des ravageurs qui fatiguent beaucoup nos producteurs. Entretien à suivre avec Jérémy Ouedraogo, spécialiste burkinabé des questions agricoles. Dans la seconde partie de ce magazine, nous allons nous intéresser à la santé des sols. Veiller à la bonne qualité des sols, c'est s'assurer de sa capacité à fonctionner sur le long terme en favorisant une bonne production végétale, mais aussi en contribuant à la préservation de l'écosystème naturel. Elles sont nombreuses les causes de la dégradation des sols. Comment déterminer la santé des sols? Nous serons au Togo pour trouver des réponses à cette question planétaire. Le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Le lundi 7 octobre a été célébrée la journée mondiale du coton, la cérémonie qui s'est tenue au Bénin, premier pays producteur de coton en Afrique, a réuni des centaines de participants, une occasion pour les acteurs de réfléchir à l'évolution de la filière, notamment sur le continent africain. Charlène Ninga. Le coton, matière très prisée dans l'industrie textile, est en pleine expansion en Afrique, notamment grâce au C4, pays constitué du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Bénin, qui a récemment pris la tête du classement des pays producteurs de coton en Afrique. Lors des travaux préparatoires à la célébration de cette fête, le C4 a souligné les effets néfastes des subventions au coton des pays les plus riches et appelé à leur élimination. Pour pallier à leur absence, des mesures ont été proposées. Ngondi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du coton. Sous la direction du partenaire, nous avons réalisé une évaluation sectorielle et menons des consultations nationales afin que les pays du C4 puissent prioriser leurs besoins. Le travail servira de base à des projets bancables visant à transformer le secteur. L'objectif est que la production du coton puisse profiter directement et équitablement à ces acteurs. Pour cela, les problèmes tels que l'obtention des certifications de durabilité, l'amélioration de la productivité et le manque d'infrastructures adaptées à la transformation locale doivent être résolus. Charlène Ninga, merci. L'or blanc, qui est le coton, est le troisième produit d'exportation de l'Afrique de l'Ouest. Après le café et le cacao, il constitue une importante source de recettes d'exportation pour plusieurs pays ouest-africains, avec un taux de 12% entre 2016 et 2017 du total des exportations mondiales, derrière les États-Unis et l'Inde. Plus de précisions avec Murtala Zouberou. En Afrique de l'Ouest, la culture du coton est pratiquée par plus de 3 millions de ménages. Elle booste ainsi la croissance, facilite les revenus et crée des emplois dans de nombreux secteurs de l'économie. Le coton fournit la matière première pour l'industrie de l'huile alimentaire et pour l'industrie de l'alimentation animale. Il participe également au développement des zones rurales et contribue à l'autosuffisance alimentaire. Pour les économies des pays du C4, le coton représente 30% des recettes totales d'exportation au Mali et au Tchad et plus de 50% au Burkina Faso et au Bénin. Globalement, le coton fait vivre plus de 15 millions de personnes en Afrique subsaharienne et contribue donc efficacement à la réduction de la pauvreté. La production ouest-africaine est principalement exportée vers l'Asie et vers l'Europe. Cependant, ce secteur est confronté à plusieurs défis, notamment les politiques économiques, les mécanismes de fixation des prix et les taux de change. D'autres défis sont aussi à relever, à savoir la baisse tendancielle des rendements et l'utilisation des pesticides, ainsi que des défis industriels et techniques qui nécessitent une augmentation de la production locale.
Et justement, pour parler de ces défis, prenons la direction du Burkina Faso. Le pays qui était premier producteur de coton en Afrique a connu une chute et se retrouve aujourd'hui à la 2e place. Les acteurs multiplient les efforts pour tenter de relancer le secteur. Jérémy Ouedraogo, bonjour. Bonjour Moustapha Diakité, bonjour également à tous ceux-là qui nous suivent depuis la 94.9. Vous êtes spécialiste burkinabé des questions agricoles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de vous retrouver. D'abord, faites-nous le point sur l'état de la filière coton au Burkina Faso. Il faut dire que le secteur du coton est touché à l'image du pays. Vous savez que le Burkina Faso est en guerre depuis quelques années avec la crise sécuritaire. Donc du coup, le secteur comme le coton sont touchés par cette crise-là. Mais ce qu'on peut dire pour ce qui concerne bien sûr la filière coton, d'une manière générale, on retient que le Burkinabé consomme beaucoup plus le local, comme cela a été prôné par le président Sankara. Donc ce sont des initiatives qu'on voit de plus en plus. Et la dernière en date déjà, c'est que le gouvernement a pris une mesure qui amène bien sûr les élèves à adopter le FASO d'Anfani. Parlant bien sûr de la filière d'une manière générale, on peut dire que la filière est confrontée à des situations assez difficiles, notamment en termes bien sûr d'organisation. On a aussi les défis comme le défi climatique. À cela, on peut ajouter également des ravageurs qui fatiguent beaucoup nos producteurs. Jérémy Ouedraogo, le Burkina Faso qui occupait le rang de premier pays producteur de coton a été détrôné. Selon vous, quelles sont les causes de cette chute du Burkina Faso? Les raisons sont de plusieurs ordres, on va le dire ainsi, mais moi j'allais les regrouper en deux grands groupes. Le premier groupe ici, ce sont les raisons endogènes. Ici, j'attends par raison endogène et en termes bien sûr d'organisation, et problèmes de leadership, appréciation des intrants. Et le deuxième groupe sont des raisons exogènes. On a le prix de vente qui n'est pas forcément toujours intéressant parce que le prix est toujours fixé à l'avance, un prix plancher. Et on a aussi le marché mondial. On peut également ajouter, j'allais dire, les filières concurrentes, notamment le soja, le niébé, le sésame, qui, à mon avis, viennent concurrencer la filière coton parce que ces filières que je viens de citer là ne demandent pas beaucoup d'efforts en termes bien sûr de production et se vendent mieux par rapport au coton. Donc, il y a cette concurrence-là qui fait que c'est un peu difficile, quoi. Et on dit que l'entrée des OGM, les organismes génétiquement modifiés, a beaucoup contribué au rétrograde du Burkina Faso. Est-ce que vous confirmez cela? Y a-t-il d'autres raisons qui ont entraîné la chute de la production de coton au Burkina? Un OGM, un organisme génétiquement modifié, est un produit de la biotechnologie moderne. Le CGM, le coton génétiquement modifié ou le coton transgénique, si vous voulez, pour en tout cas en ce qui concerne le Burkina Faso, elle a une histoire. Elle a été introduite pour régler un problème, ou si vous voulez des problèmes, notamment les ravageurs qui étaient devenus résistants, qu'on n'arrivait plus à contrôler. Ça, c'est un premier problème parce que les ravageurs s'étaient adaptés aux produits de synthèse qu'on utilisait, donc on n'arrivait pas à les contrôler. Ça, c'est un premier volet. On a le deuxième volet. On avait le trou plein de pesticides qu'on utilisait parce que initialement on était à, on va dire quoi, ce qui est recommandé, c'est 6 traitements, mais on était passé à plus de 6. Par moment, on était à 8, il y a d'autres qui allaient jusqu'à 10 et 12.
Donc il y avait un problème environnemental qu'il fallait régler parce qu'il y avait trop plein de produits chimiques. Les produits chimiques, c'est quoi qu'on dit, ça a un impact sur l'environnement. Donc le Burkina Faso avait décidé à l'époque de trouver une alternative. Et l'alternative qui a été trouvée, c'était bien sûr le coton transgénique. Et donc, pour répondre maintenant à votre question, les OGM ne sont pas forcément la raison, ou si vous voulez la principale raison, parce que je vous parlais tantôt du problème de leadership, l'appréciation des intrants. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et maintenant, quels sont les défis à relever pour donner à la filière coton du Burkina Faso son lustre d'antan? Moi, je dirais qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on produit pour exporter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut avoir des choix éclairés. Il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on est obligé de produire pour les autres? Est-ce qu'il ne faut pas se contenter de pouvoir d'abord produire pour satisfaire le marché national, le marché intérieur. D'autant plus qu'on exporte et on importe après. Donc, il faut travailler, bien sûr, à ce que ce qu'on produit, là, on puisse le transformer, on puisse faire en sorte que, comme le disait Thomas Sankara, produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est vrai qu'on a déjà donné l'élan avec ce que j'avais évoqué tantôt, où il y a plus de regain pour, en tout cas, le port de Faso d'Anfani. Mais ce que je voulais en tout cas dire, il faut qu'on puisse transformer sur place. Il faut aussi régler le problème de leadership. C'est très important parce qu'il y a vraiment un problème de leadership. Les gens n'arrivent pas à s'accorder. Et au-delà de ça, il faut aussi, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que est-ce que le coton transgénique avait un problème en tant que tel? Est-ce que c'était un danger? Ça, c'est une question qu'il faut répondre. Le coton transgénique, c'était pas un danger en fait. C'était beaucoup plus un problème économique, longueur de la soie. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'on pouvait corriger. Selon les spécialistes, c'est quelque chose qu'on pouvait corriger. Et à mon avis, il faut travailler à pouvoir corriger ça pour prendre en compte, bien sûr, l'aspect, j'allais dire, les labels qui échouent au Burkina Faso, à savoir la longueur de la fibre. Si on arrive à corriger ça, ça peut être assez intéressant. Non seulement pour l'extérieur, mais il faut prioriser en tout cas la transformation locale. Les gens ont compris qu'il faut d'abord compter sur soi. Et sur ce côté-là, il y a vraiment un engouement. Et pour, en tout cas, concerne bien sûr la cotonnade burkinabé. Jérémy Ouedraogo, vous êtes journaliste consultant. Vous êtes également spécialiste des questions agricoles. Merci beaucoup. Moustapha Diakité, merci pour l'invitation. J'aimerais aussi, à travers votre micro, saluer tous ceux-là qui nous ont suivis ou qui prennent plaisir à suivre la 94.9. Nous en sommes à la seconde partie de ce magazine et nous parlons de la santé des sols en Afrique. Chaque année dans le monde, des millions d'hectares de terre sont dégradés, d'où l'urgence, selon l'UNESCO, de préserver la bonne santé des sols. Dans un communiqué dans le cadre de la conférence internationale de l'UNESCO sur les sols, tenue début juillet à Agadir au Maroc, l'organisation internationale indique que la détérioration des sols touche des milliers de personnes. Elle peut aussi affecter la biodiversité et la vie humaine. En Afrique de l'Ouest, les mauvaises pratiques agricoles sont citées comme les principaux facteurs de la dégradation des sols. Plus de détails avec Aliou Thiam. Selon l'Atlas mondial de la désertification, 75% des sols sur la planète sont déjà dégradés. Une affirmation de l'UNESCO qui ajoute que si rien n'est fait, ce taux peut atteindre 90% d'ici à 2025, ce qui peut par conséquent affecter la biodiversité et la vie humaine. Les facteurs de cette dégradation des sols sont multiples. Dans son rapport 2023, l'ONU soulignait que plus de 12 millions d'hectares de terres sont perdus chaque année à cause de la désertification et la sécheresse, ce qui peut toucher plus de 3 milliards de personnes, en particulier les communautés pauvres et rurales du monde en développement. En Afrique de l'Ouest, la FAO cite pour principal facteur de la dégradation des sols les mauvaises pratiques agricoles. Dans un communiqué, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture appelle ainsi
les 194 États membres à améliorer la protection et la réhabilitation des sols. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, indique que des sols en bonne santé sont essentiels au maintien des écosystèmes et la biodiversité. Il assure également la régulation climatique à la production alimentaire ou encore à la purification de l'eau. Aliou Thiam, merci. Direction le Togo où nous retrouvons Alfred Esso Mazama Pigna. Bonjour. Vous êtes désigné meilleur reboiseur en 2022 dans la région centrale du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Moustapha. Oui, c'est moi le père Alfred Pigna Mazama Esso. Effectivement, je suis de la région centrale et il s'est fait que, en 2022, j'ai été le premier reboiseur. Tout d'abord, quelles sont les causes de dégradation des sols et comment reconnaître qu'un sol n'est pas de bonne qualité pour être productif? Oui, les causes de dégradation des sols sont multiples. Première cause, quand un sol se fatigue très vite et perd ses qualités, et perd beaucoup ses qualités. Un sol sur lequel on cultive chaque année les mêmes produits. Ce système fatigue beaucoup le sol et perd sa qualité et devient improductif. Quand on utilise beaucoup d'herbicides, aujourd'hui, beaucoup de paysans utilisent l'herbicide. L'herbicide, c'est vrai, ça tue les herbes rapidement, d'accord, et les herbes se sèchent, mais ça fatigue le sol, ça appauvrit le sol, ça détruit les éléments nutritifs dans le sol. Et donc, le sol se fatigue aussi très vite. On peut dire aussi, troisième cause, quand on veut doser les engrais chimiques sur le sol, c'est vrai, ça produit, mais ça fatigue énormément le sol et aussi ce sol peut se fatiguer très vite. Ce qui ne permet pas au sol de se renouveler normalement et régulièrement. On a une rentabilité pour 2, 3, 4 ans, mais après c'est fini, le sol est fatigué et ne produit pas beaucoup. Et comment, selon vous, déterminer la qualité d'un bon sol? Oui, la qualité d'un bon sol, tu vois un sol sur lequel poussent facilement les arbustes, c'est un bon sol. Et puis ce sol-là a une couleur noire, le sol est un peu noir. Donc ça c'est un bon sol sur lequel on peut cultiver et réussir. Et puis le sol sur lequel aussi poussent facilement les hautes herbes. C'est le meilleur sol ça. On ne peut pas parler de sol, bien sûr, sans parler d'engrais. Vous évoquiez la question des engrais tout à l'heure. Quel type d'engrais doit-on utiliser selon vous? Oui, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de sol sans engrais. Voilà. Donc, moi, je conseille toujours à mes frères les paysans, les exploitants, petits exploitants, même grands exploitants, surtout les petits, d'éviter au maximum l'engrais chimique. L'engrais chimique et d'utiliser l'engrais naturel qu'on appelle le fumier, qu'on appelle souvent le fumier. Voilà, donc dans nos ménages, nous avons des poulaillers, et puis des porcheries, des poubelles, où on met les ordures. Donc, d'utiliser cet engrais, lui, il enrichit le sol et ne va jamais détruire le sol. Mais l'engrais chimique, c'est bien. Aujourd'hui, il est incontournable, c'est vrai, mais il faut savoir l'utiliser à une petite quantité, pas à des grandes quantités. Quelle est justement l'importance du fumier dans ce sens? Qu'est-ce qui fait que le fumier ne détruit pas justement le sol, monsieur Pigna? Oui, le fumier, parce que le fumier provient des choses dégradables, donc de la nature, donc qui viennent du sol et donc ne peuvent pas détruire le sol. Le fumier a les mêmes qualités que le sol, donc alors ça se marie très bien et ne détruisent pas le sol. Alors que l'engrais chimique, c'est des produits chimiques qui s'ajoutent et qui ont des effets négatifs sur certains éléments qui font vivre le sol. C'est pourquoi donc les engrais chimiques détruisent facilement le sol, alors que le fumier enrichit davantage le sol parce que c'est presque les mêmes composantes. Et de votre expérience, quelle astuce partagez-vous pour bien préserver les sols? Oui, pour bien préserver les sols, j'encourage tous les petits exploitants, les grands aussi, à pratiquer ce qu'on appelle l'assolement. L'assolement, c'est-à-dire varier, pas sur le même sol,
cultiver d'année en année, varier les cultures. Pas une seule culture sur le même sol. Bon, il y en a déjà des paysans qui n'ont pas une bonne méthode pour aider le sol à se renouveler facilement. Donc, il faut pratiquer l'assolement, c'est-à-dire varier. Voilà, chaque année, 2-3 ans après, mettre un autre produit, comme le soja, comme du haricot, comme du arachide. Voilà. Donc, les feuilles de ces produits enrichissent et renouvellent le sol. Donc, c'est un moyen vraiment efficace pour préserver la qualité du sol, l'assolement. Il faut aussi, aujourd'hui, j'ai déjà parlé d'herbicides et pesticides, etc. Voilà, l'herbicide, c'est vrai, détruit les herbes. Aujourd'hui, c'est un travail facile et moins cher, mais nous perdons la qualité du sol et le rendement est très, très faible. Et puis, enterrer les herbes, quand ces herbes-là vont pourrir, alors ça donne de l'engrais naturel, donc ça fait des fumiers, qui fait profiter à la plante et qui grandit vite. Donc, avec ce système, de travailler, d'enterrer les herbes, que ce soit petit exploitant ou bien grand exploitant qui travaille avec les tracteurs, voilà. Donc, il faut retourner le sol et enterrer l'herbe pourrie, voilà, et transformer en engrais chimique, engrais naturel, le fumier. C'est un système qui enrichit le sol. Et sur ce sol-là, même si on veut utiliser l'engrais chimique, ce sera une petite quantité et on aura une bonne production, voilà, dans l'année. Des conseils importants, Alfred Esso, Mazama Pignan. Je rappelle donc que vous êtes désigné meilleur reboiseur dans la région centrale du Togo en 2022. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Monsieur Moustapha, et merci à tous les auditeurs. Voilà, merci. Merci et très bonne journée à vous. Bye bye. À Dakar, s'est ouvert mardi le colloque international sur le droit ouest-africain de l'environnement, une occasion pour les acteurs de l'environnement et le collectif des juristes ouest-africains de se pencher sur la réglementation de ce secteur névralgique. Les discussions visent à renforcer le droit ouest-africain sur l'environnement. El Haj Kader a assisté à l'ouverture des travaux. Cette rencontre est une première en Afrique de l'Ouest. Elle réunit des scientifiques, des parlementaires et des universitaires. Tous signalent l'urgence pour les États ouest-africains de s'imprégner et d'appliquer le droit de l'environnement. Cheikh Mohamed Bassirou Sarr, représentant du réseau des parlementaires pour l'environnement au Sénégal, souligne la nécessité pour les Africains de jouer leur partition dans l'édification d'une réglementation globale sur les questions de l'environnement. Les Africains ne veulent pas être en reste. Ils veulent travailler à se mettre au niveau de l'international pour qu'ensemble, au niveau africain comme international, nous puissions défendre les mêmes droits, faire les mêmes revendications parce que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Pour Madame Dia Sornedjeka, directrice de Natural Justice en Afrique francophone, le droit de l'environnement est transversal et doit être vulgarisé. Il faut que les États, les décideurs et les populations s'approprient la règle de droit environnemental qui, au-delà d'être du droit, est aussi technique et scientifique. L'environnement fait partie des rares disciplines de droit où on associe la science ou la légistique à la science pure parfois, mais également à des questions économiques, à des questions d'ordre social. À la fin de ce colloque, des résolutions doivent être prises et un plaidoyer sera fait auprès des États concernés. Et c'est cet élément d'El Haj Kader qui boucle ce numéro de Planétaire. Merci de l'avoir écouté. À la présentation, Moustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.wadr.org. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien.